6 000 adolescents et jeunes bientôt recrutés dans le cadre du programme Emploi Jeunes. Des incubateurs seront mis en place dans 76 structures sous tutelle du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans tout le pays pour la réussite de ce programme social-là. Et puis l'armée malienne est de retour dans la ville symbole de Kidal, ville d'où elle était absente depuis des années et où son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le gouvernement, dans le cadre du programme social, a lancé le recrutement exceptionnel de 6 000 adolescents et jeunes à travers le programme Emploi Jeunes. Tous les adolescents ayant au moins 14 ans et désireux d'apprendre des métiers sont concernés. 5 000 d'entre eux seront formés pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle et 1 000 autres pour obtenir le certificat d'apprentissage professionnel. Le reportage d'Angui Dangui. Les 76 responsables des 76 structures de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont sur la même longueur d'onde que leur tutelle pour redynamiser ce secteur afin de donner de la perspective à de nombreux jeunes et booster l'économie ivoirienne. Au niveau de nos établissements, il y a plusieurs métiers que les enfants peuvent apprendre au bout de 3 ans. Avec un niveau de 5e, ils peuvent apprendre un métier pour la vie. Actuellement, nous sommes en train de voir un projet avec les cabinets privés pour essayer de résorber le flux de jeunes qui sont dans le besoin. Ce qui est intéressant dans les cabinets privés, ils aident ces jeunes-là à s'insérer. Quand vous sortez de l'enseignement technique, vous avez de fortes chances de vous faire employer ou de vous mettre à votre propre compte. À l'occasion de cette prise de contact, le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a invité les responsables d'établissements à mieux gérer leur structure et surtout à s'approprier le programme de recrutement exceptionnel de plus de 6 000 jeunes dans le cadre d'une formation par apprentissage, une déclinaison du programme social du gouvernement. Ce que nous avons fait comprendre à nos collaborateurs, c'est que la communication soit parfaite pour que même le jeune Ivoirien qui est dans un village sache que l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler pour lui. Qu'ils aient l'information juste, qu'ils viennent et qu'ils participent, qu'ils profitent de ce programme. Le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est engagé à multiplier les campagnes de communication et de marketing pour attirer davantage de jeunes dans les différentes filières pour leur apprendre un métier qui leur permettra d'être opérationnels. Le secrétaire d'État a annoncé sa visite prochaine de tous les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Des préfets et des représentants de collectivités territoriales veulent insuffler une dynamique nouvelle à la lutte contre le VIH-Sida. Une réunion de mobilisation pour le renforcement de la coordination locale des interventions de lutte contre le sida s'est ouverte à Yamoussoukro dans le centre du pays. Cette rencontre, la première du genre, entre dans le cadre du projet de renforcement du secteur de la santé en prévention, soins et traitements liés au VIH-Sida. Seydou Koulibaly, Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, le VIH-Sida reste encore un important problème de santé publique avec une prévalence de 2,8%. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend donc améliorer le suivi et optimiser la coordination des interventions VIH-Sida grâce à l'implication des pouvoirs locaux et des acteurs communautaires. Pour ce faire, une rencontre d'orientation et de sensibilisation à l'endroit des préfets des régions, des présidents de conseils régionaux, des conseils municipaux et des directeurs régionaux de santé se tient à Yamoussoukro. Cette réunion servira de relance à des activités des comités décentralisés. Les préfets entendent demeurer au premier plan de la lutte sur le plan local. Nous allons donner des objectifs à atteindre, c'est-à-dire mobiliser tous les acteurs. Nous sommes venus participer avec grand intérêt à cette rencontre initiée par notre collègue, je dirais, président de région, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, justement pour accompagner le ministère à la sensibilisation et à la mobilisation. Convaincu que l'amélioration de la coordination est une condition primordiale du succès de la réponse nationale au VIH-Sida en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engage le PEPFAR vers une approche plus intégrée de la coordination impliquant les organes décentralisés en charge de la lutte contre le sida. Les organes sont un peu envieux, donc l'objectif majeur de cette réunion, c'est de réactiver les comités
comité de coordination qui existait, de demander aux acteurs en charge donc, de la mobilisation des acteurs locaux de lutte contre le sida, de reprendre le combat, parce que, comme on le dit courant, le serpent n'est pas mort. Depuis 2003, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR, appuie les efforts du gouvernement ivoirien pour la lutte contre cette pandémie, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge pour un montant global d'environ 1,5 milliard de dollars. Une conférence sur la géomatique, entendez par là le traitement informatique des données géographiques, a été prononcée par 2 experts de l'Université de Sherbrooke du Canada. La conférence sur la science des technologies d'acquisition, de stockage, d'analyse, d'interprétation et de diffusion de l'information géographique s'est déroulée au Centre universitaire de recherche en télédétection. La géomatique appliquée s'implante progressivement dans plusieurs secteurs d'aide à la prise de décision, entre autres les domaines de la planification stratégique, le suivi et la protection de l'environnement. Clément Boko. Les chercheurs et autres doctorants du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection CURAT veulent mettre leur savoir-faire au service du développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont convié 2 experts de l'Université de Sherbrooke au Canada pour un partage d'expériences sur les applications socio-économiques de la géomatique. Une science dont un des fruits bien connus du public est Google Maps. La géomatique, c'est de façon simple la science qui permet de gérer les données spatiales, géoréférencées. C'est-à-dire qu'on pourra, avec la géomatique, superposer des données, rattacher ces données-là à une coordonnée géographique. Prenant l'exemple du Canada, les conférenciers ont à tour de rôle instruit le public sur les différents domaines dans lesquels la géomatique a contribué à une avancée notable. Mais le manque de collaboration entre experts ivoiriens constitue un frein à l'exploitation rationnelle de cette science. La collaboration intra-institutionnelle et inter-institutionnelle. La force des pays développés, c'est cette entente-là. On s'unit pour aller de l'avant. Or ici, chaque organisme travaille en vase clos. Alors s'il y a un décloisonnement, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire va profiter de ces experts. Un message bien perçu par les participants. L'information géographique, combinée aujourd'hui avec la géomatique, permet de prendre de bonnes décisions dans tous les domaines, sans exception. Et donc, la communauté des géographes doit se donner la main pour justement accompagner nos gouvernants à travers des projets qui touchent la vie de nos communautés. Selon les experts, la géomatique est un outil important que la Côte d'Ivoire pourrait exploiter pour son développement. L'ONG Help Angels Community apporte le sourire aux enfants en situation de handicap de l'Institut des aveugles de Yopougon lors d'une journée dénommée « À la vie, à l'amour ». Colette Ilboudo, Clément Boko. Donner l'occasion aux enfants en situation de handicap de l'Institut des aveugles de passer des moments de joie, comme tous les autres enfants, c'est tout le sens de cette journée dénommée « À la vie, à l'amour », initiée par l'ONG Help Angels Community. Nous, au sein de l'ONG, notre credo, c'est le développement humain. On s'est dit, pourquoi pas prôner cet amour-là, l'amour agapé. Cet amour-là, mais qui transcende tout. Cet amour-là, mais qui est spirituel. Cet amour qui partage, qui donne sans compter. Une journée riche en émotions au cours de laquelle ces enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis vraiment content pour tout ce que l'ONG a fait pour nous depuis l'année dernière. Avec nous, je suis vraiment content. Que Dieu les garde, longue vie à vous. Je suis très heureuse d'être là. J'aimerais dire à tous ceux qui ont peur de s'approcher des handicapés qu'il n'y a pas de mal de s'approcher d'eux car les handicapés sont des gens fantastiques et géniaux. L'ONG Help Angels Community a également offert médicaments pharmaceutiques, vêtements, jouets, riz aux pensionnaires de cet institut. L'ONG Help Angels Community est une organisation à but non lucratif qui s'est donnée pour objectif d'organiser des ateliers de formation, de développement personnel, de leadership sur l'entrepreneuriat aux personnes vivant avec un handicap. Toute chose qui va permettre à ces personnes de se tracer un chemin
mais surtout de leur apprendre à s'accepter en faisant fi de leur handicap. L'amour est un trésor qui est caché dans le cœur d'une âme. La ville de Bouaké est secouée par un fait qui choque plus d'un. Depuis 2 ans, un père de 36 ans entretenait des rapports intimes avec ses filles mineures, âgées respectivement de 11 et 13 ans. Il n'a pas épargné la fille de sa concubine actuelle. Il a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt. Le reportage de Kader Sogodo. Commissariat du 1er arrondissement de Bouaké. La police vient d'interpeller un père de famille au comportement déviant. Alors que la ville groupille de jeunes filles qui n'attendent que des prétendants, ce père, âgé de 36 ans, lui choisit d'entretenir des rapports intimes avec sa progéniture. Ses filles, âgées de 11 et 13 ans. Même sa fille adoptive, âgée de 12 ans, n'a pas été épargnée. Nous avons interpellé dans la soirée d'hier un individu, auteur d'agressions sexuelles sur ses propres filles depuis près de 2 ans. Elles entretenaient des relations non consenties avec le père et qu'elles ont dû faire cette révélation à leur maman qui a saisi M. le procureur de la République. Le témoignage de l'aîné des filles amène à s'interroger où va l'humanité. Quand on dort la nuit, là, mon papa vient et puis il sort avec moi. Et puis quand il finit là, il le suit. Il y a longtemps, il fait ça. Moi et ma petite soeur, avec la fille de sa femme. Ce soir, on était fatigués et puis ici, il dit à ma maman. La mère, elle, est encore sous le choc. En tout cas, quand il a entendu là, ils sont tombés malades même. Hier, là même, là, quand la troisième, la petite fille a dit, ah, mon papa est couché sur ma grande soeur, il a vu là. Ils sont tombés malades encore. Du coup, quand ils donnent mes enfants, les gens livrent. Ils sont chercher un enfant, s'ils donnent 3 000, il arrache. L'accusé se dit être certainement sous l'emprise d'esprits maléfiques. Je sors avec mes enfants, moi ça m'a dépassé. Effectivement, ça m'a dépassé. C'est comme si c'est quelqu'un qui m'a envoûté. Le père aux pratiques incestueuses a été placé sous mandat de dépôt. Espérons qu'il demeure longtemps en prison en compagnie de ces esprits maléfiques. Hors de chez nous, l'armée malienne est de retour dans la ville, symbole de Kidal. Dans le même temps, la force française Barkhane a mis hors de combat plusieurs djihadistes dans la région de Gossi, c'est toujours au Mali, et il saisit une quantité importante de matériel dans le centre du Mali lors d'une frappe contre un campement de groupes armés terroristes. Les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques, entretenant une insécurité chronique pour les civils et infligeant des pertes régulières aux armées locales. Barkhane vient d'annoncer son passage de 4 500 à 5 100 hommes d'ici la fin février. En Égypte, les courageux artisans du charbon de bois, debout sur des monticules de bois incandescents, le visage couvert de suie et de sueur, produisent du charbon de bois dans le petit village d'Inchas en Égypte, inhalant constamment de la fumée. Debout sur des monticules de bois incandescents, le visage couvert de suie et de sueur, Saïd Marous et ses compagnons produisent du charbon de bois dans un petit village d'Inchas en Égypte, inhalant constamment de la fumée. Ces artisans du charbon charrient chaque jour des tonnes de bois qu'ils transforment eux-mêmes en charbon en le carbonisant. Niché dans un écrin de verdure au cœur du delta du Nil, le village d'Inchas et ses maisons de briques n'est qu'à une 50aine de kilomètres au nord du Caire. Une douzaine d'hommes, des habitants du village de tous âges, passent leur journée de travail au milieu des fumées, sans porter de masque ou même de gants pour certains. Le tout pour un maigre salaire mensuel d'environ 200 livres, l'équivalent de 115 €. Loin des préoccupations environnementales, ils remplissent des sacs de charbon toute la journée avant de les expédier dans tout le pays. Les morceaux de bois, des bûches débarrassées de leurs branches, sont entassés les uns sur les autres. Selon les arbres utilisés, le charbon n'a pas les mêmes propriétés. Le manguier et l'oranger sont transformés en charbon pour les narguilés, très populaires en Égypte, tandis que le camphrier, les casuanira et l'olivier sont utilisés pour produire du charbon destiné au barbecue. Une religieuse de plus de 100 ans, Sœur André, doyenne de l'Europe, fête ses 116 ans dans le sud de la France. Elle dit avoir vu des belles choses et des très tristes et avoue manger du chocolat tous les matins. Elle est la doyenne française et européenne. Sœur André fête ses 116 ans à Toulon.
j'ai vu des belles choses et j'ai vu de très tristes. Des enfants qu'on a abandonnés parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir, et des enfants qui étaient recueillis par des familles. C'était très beau aussi à voir. Mon frère aîné, André, c'est pour ça que je m'appelle André, en souvenir de lui, c'était mon père, c'était ma mère. Il me couvait. Ça, c'était... Et quand je serai morte, j'irai le rejoindre à la campagne. Le secret de son exceptionnelle longévité, peut-être sa gourmandise préférée, le chocolat. J'en mange un tous les matins. Tous les matins. Parce qu'il y a des bonnes âmes qui m'en donnent. Voilà. Allez. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.